Bienvenue à tous dans l'entretien de France 24. En Tunisie, le président Ben Ali est surnommé malicieusement Ben Avi. Président à vie, il l'est virtuellement ou quasi, puisqu'il est là depuis 20 ans et brigue dimanche, à 73 ans, un 5e mandat. La Tunisie n'en est pas un paradoxe près. Sa politique en matière d'éducation, d'égalité homme-femme est pionnière, surtout dans le monde arabe. Économiquement, c'est un dragon qui a affiché encore récemment des taux de croissance de 5% et encore 3% cette année, alors que le monde est en pleine récession. Le niveau de vie moyen des Tunisiens a été multiplié par 2 en 10 ans. Alors, que se passe-t-il? La Tunisie est au seuil du niveau de vie d'un pays développé, mais la Tunisie, c'est un peu la Chine de la Méditerranée. La presse est muselée, les opposants mis sous surveillance quand ils ne sont pas emprisonnés. Le système politique est tout entier façonné pour que Ben Ali et son clan soient indéboulonnables. Invité de l'entretien aujourd'hui, Béchir Tekkari, le ministre tunisien de la Justice et des droits de l'homme. Bonjour, Monsieur Bekkari. Bonjour, Monsieur Attal. Permettez-moi tout d'abord de ne pas partager ce point de vue. Alors, mais comme vous êtes ministre des droits de l'homme, on va quand même parler des droits de l'homme. Voilà, tout d'abord, vous permettez un commentaire de ce que vous venez de dire. Le président Ben Ali n'est pas un président à vie. Le président Ben Ali, c'est celui qui a aboli la présidence à vie, déjà par la révision constitutionnelle de juillet 1988. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a annoncé, il a aboli la présidence à vie. Quand je dis virtuellement à vie, c'est-à-dire quand on est là depuis 20 ans et qu'on se représente pour un 5e mandat. On se représente pour un 5e mandat parce que la Constitution ne limite pas la possibilité de se représenter. Et ce n'est pas la seule Constitution au monde qui ne limite pas le nombre de mandats. Non, c'est même très à la mode. Et d'un autre côté, c'est vous qui le dites et je le confirme, ce n'est pas une question de mode, c'est une question de convenance pour les peuples. Et j'ajoute à cela qu'il y a chaque 5 années un scrutin transparent, égalitaire, pluraliste. Et si le peuple tunisien adhère encore une fois à Ben Ali, ce n'est pas un paradoxe comme vous l'avez présenté, mais c'est la conséquence de ces réussites que vous venez justement de soulever. Avec lesquelles vous êtes d'accord sur cette partie-là? Oui, c'est la conséquence de ces réussites, tout à fait. Sur disons, le scrutin qui a lieu effectivement tous les 5 ans, ce qui est reproché au système politique tunisien, au fond, c'est de ne pas être réellement pluraliste dans la mesure où pendant très longtemps, vous me direz que ça a peut-être un peu changé cette fois-ci, mais pendant très longtemps, au fond, c'était très difficile pour des opposants de se présenter. Il fallait remplir tellement de conditions que seul le parti du président Ben Ali, le RND, pouvait réunir, qu'au fond, ça empêchait de facto la plupart des opposants de se présenter. Première remarque. Deuxième remarque, le contrôle des moyens d'information. Si vous avez un système démocratique mais que les opposants n'ont pas accès correctement aux moyens d'information, alors qu'en est-il vraiment ? Alors, en réalité, l'opposition peut se présenter aux élections présidentielles ou législatives ou municipales. Et pour les élections présidentielles, c'est la 3e fois qu'on connaît des candidats de l'opposition. M. Ben Ali ne se représente pas tout seul. Il y a 3 autres candidats avec lui qui représentent les partis de l'opposition. Mais tout le monde ne peut pas se présenter. Tout le monde un chef de parti. Un chef de parti, pour qu'il se présente aux élections présidentielle en tant que chef de parti, il faut qu'il soit élu à cette fonction depuis 2 ans au moins. C'est la moindre des choses. Les partis politiques doivent être organisés sur des principes démocratiques et la démocratie exige qu'on ait un mandat électif au sein même de son parti pour se présenter à la magistrature suprême qui est la présidence de la République. Vous dites qu'il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas d'accès à la presse. Vous savez très bien que tous les opposants tunisiens peuvent, soit en Tunisie, soit à partir de la Tunisie, soit à l'étranger, dire leur point de vue. Et si vous visitez les postes de la Tunisie... C'est pas ce qu'ils nous disent quand on les invite comme Mais je vous invite en Tunisie et vous allez visiter les kiosques de journaux en Tunisie et vous allez voir qu'il y a une diversité des journaux et dans le contenu de ces journaux, il y a des critiques que dans certains pays occidentaux, on peut ne pas admettre. Alors, ça, c'est la presse intérieure en Tunisie sur laquelle il y aurait beaucoup à dire. La presse étrangère, par exemple, pas plus tard qu'hier soir, ma consoeur Florence Bauger du Monde a été refoulée en Tunisie. Pourquoi? La presse étrangère, je vous rappelle qu'actuellement, presque toute la presse étrangère est diffusée en Tunisie. Il y a 2000 journalistes étrangers qui visitent annuellement la Tunisie. Il y a des dizaines de journalistes étrangers qui sont en train de couvrir les élections législatives et présidentielles en Tunisie. Pour le cas que vous venez de citer, nous sommes un pays souverain et un pays souverain peut accepter qui il veut sur son territoire et peut refouler qui il veut sur son territoire. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Normalement, un acte de souveraineté n'a même pas
à être justifié, mais je vais vous donner l'explication. C'est gentil. Pour le cas que vous citez, tout d'abord, on a averti Mme Bouget qu'elle ne doit pas aller en Tunisie. On l'a averti qu'on n'est pas disposé à l'accueillir sur le territoire national avant même qu'elle ne parte. Malgré ça, elle a insisté et elle est arrivée en Tunisie de manière courtoise. On lui a notifié une décision d'expulsion. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, simplement parce que je vais vous donner raison. Lorsque vous lisez ce qu'a écrit Mme Bouget sur la Tunisie, vous allez vous rendre compte vous-même en tant que journaliste que c'est contraire à la déontologie journalistique. Je vous donne un exemple concret. Dans la déontologie journalistique, on indique sa source. Dans la déontologie journalistique, lorsqu'il s'agit... On protège aussi ses sources, surtout. On protège ses sources et en cas de besoin, on les indique. Dans la déontologie journalistique, lorsqu'il y a de simples prétentions de la part de quelques-uns, on les présente comme des prétentions et non pas comme un témoignage du journaliste lui-même. Or, pour Mme Bouget, elle a parfois fait des articles comme s'il s'agit d'un témoignage de la part des journalistes, alors qu'il s'agit de simples prétentions qui sont infondées. Permettez-moi d'abord de ne pas être tout à fait d'accord avec votre approche de la protection des sources d'un point de vue déontologique, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que le fait, quand on est une démocratie, quand on est un pays fort, et j'ai dit que la Tunisie, de bien des points de vue, est un pays fort économiquement et dans bien des domaines un exemple même dans la région. Quand on est fort, on accepte la contestation, on accepte la contradiction, non? On accepte la contestation, mais la contestation... On accepte la critique qui indique ses sources, on accepte un article journalistique qui indique ses sources et on accepte une analyse objective qui démontre les points positifs et les points négatifs s'ils existent. Mais si on se contente seulement de commentaires négatifs ou de rapporter des déclarations mensongères qui sont infondées, ça, nous considérons que ce n'est pas un travail journalistique et c'est notre droit le plus absolu en tant que pays souverain d'accepter ou de ne pas accepter un journaliste. Alors, prenons un exemple de journaliste tunisien. Je ne le connais pas personnellement, je vous le dis tout de suite, mais par exemple, c'est Amnesty International, dont on va reparler, qui en parle. Monsieur Slim Boukdir, qui est un journaliste pigiste, je ne sais pas pour qui il travaille, 1 an de prison pour outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, atteinte aux bonnes mœurs, franchement, refus de présenter ses papiers d'identité. 1 an de prison? Non. Vous savez, 1 an de prison n'est pas tout d'abord infligé à un journaliste pour ses opinions. Le fait d'être journaliste, le fait d'être un homme politique, le fait d'appartenir à une mouvance... Ne dispense pas de respecter les fonctionnaires. Ne dispense pas de respecter les fonctionnaires. Mais 1 an de prison. Et parfois, 1 an de prison, monsieur. Je ne me permets pas de juger la proportionnalité de cette sanction qui est prononcée par une justice souveraine et indépendante. D'accord. Amnesty International, qui d'ailleurs je crois est interdite en Tunisie, parle de torture dans les prisons, de mauvais traitements, de condamnation à la suite de procès inéquitables. Là, c'est votre domaine, vous êtes ministre de la Justice. L'intervention, par exemple, des tribunaux militaires, alors que ce n'est pas forcément toujours justifié. Les brutalités des forces de police. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Les brutalités de police, ça, ce sont des prétentions qui ne sont pas fondées. Je n'exclus pas que parfois, il y a des bavures, des initiatives individuelles, tout à fait isolées. Et lorsque ces initiatives sont vérifiées, rassurez-vous, M. Attal, que la justice les réprime et la justice accorde même des réparations. Avant de passer à une question plus générale, celui de Radi Nasraoui, qui est une avocate, là, ça apporte, excusez-moi aussi, de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il n'y a pas vraiment de liberté d'expression en Tunisie. Pourquoi est-ce qu'on l'a empêchée d'aller à Bruxelles où elle était invitée pour s'exprimer sur la situation des droits de l'homme en Tunisie? De quoi est-ce que vous avez peur là aussi? Non, on a peur de personne. Et d'ailleurs, l'avocate que vous citez se déplace partout dans le monde, comme la plupart des opposants tunisiens ou comme c'est un droit reconnu à tous les Tunisiens. Mais lorsqu'on est poursuivi pour la justice, il y a une mesure conservatoire que peut prendre la justice, c'est l'interdiction de quitter le territoire national lorsqu'il y a une instruction judiciaire en cours. Mais lorsqu'il n'y a pas une instruction judiciaire en cours et lorsqu'il n'y a pas cette mesure, tout le monde peut quitter le territoire national, revenir au territoire national, et vous savez très bien, d'ailleurs beaucoup d'opposants tunisiens était l'invité de votre plateau et on parlait à partir de ce plateau même, si on empêche les opposants de quitter le territoire national, vous n'aurez pas eu des opposants tunisiens sur ce plateau. Monsieur Tekkari, à chaque fois qu'on parle avec des Tunisiens qui viennent ici, etc., ils nous disent quel dommage.
c'est un si beau pays, c'est un pays qui est en avance, qui est un exemple sur énormément de points. J'ai parlé de l'éducation, du développement économique, des échanges internationaux. C'est un exemple pour le monde arabe. Pourquoi est-ce qu'il y a parfois ce sentiment que c'est un pouvoir politique qui est un peu paranoïaque, qui a peur de quoi alors, vous avancez souvent le risque islamiste. Bon, Non, je vous indique tout de suite que pour nous, tout d'abord, je préfère dire le risque intégriste et non pas le risque islamiste. Pour nous, on est toujours vigilant pour le risque intégriste. Et on a entamé une politique préventive avant tout, une politique éducationnelle pour transmettre aux jeunes un esprit rationnel. Vous savez qu'en Tunisie, 60% du budget de l'État est constitué par des transferts sociaux. Vous savez qu'en Tunisie, 80% des Tunisiens constituent la classe moyenne. On dit souvent que c'est la principale raison, enfin, je veux dire la pauvreté, la principale raison pour laquelle l'intégrisme prospère. Alors c'est effectivement une bonne politique, ça. Effectivement, par ces moyens préventifs, on est arrivé à abolir presque totalement l'intégrisme, mais on reste toujours vigilant. Et lorsqu'il y a une action violente, la loi est là pour la réprimer. Dernière petite question, monsieur Tekal, garantir un procès équitable. Il nous manque de temps. Comme vous êtes ministre des droits de l'homme, vous pensez vous-même que votre pays a encore des progrès à faire en matière de droits de l'homme? Bien entendu. Chaque pays au monde a encore des progrès à faire en matière de droits de l'homme. Et pour le cas de la Tunisie, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a relevé les progrès accomplis par la Tunisie et malgré ces progrès, nous sommes disposés à aller davantage en matière de promotion et de protection effective des droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est l'un des thèmes favoris de contenu du programme du président Ben Ali pour le prochain quinquennat. Béchir Tekkari, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Tunisie, était notre invité. Merci beaucoup aujourd'hui dans l'entretien. D'autres infos à suivre sur France 24. Merci.